podcast. Salut, c'est Clara de Lina. Cette semaine, dans La vie d'avant, je vous emmène à la rencontre de Monsieur Planet, maître pommier depuis 50 ans, c'est-à-dire professeur de jeu de paume. Ce sport est l'ancêtre de tous les sports de raquettes, mais à l'origine, on jouait à main nue. D'où le nom, la paume, qui indique l'intérieur de la main. La raquette n'est apparue qu'au XVIe siècle. On est en 1961, et déjà le jeu de paume qui date du Moyen-Âge n'est plus vraiment à la mode. Aujourd'hui, il n'existe plus que 4 très chics clubs de paume en France, mais il reste bien vivant à travers sa version moderne, le tennis. D'ailleurs, bientôt Roland-Garros va rassembler des millions de téléspectateurs. Monsieur Planet, vous êtes le directeur du jeu de paume. Oui, enfin, je suis le maître pommier. Le maître pommier, oui. C'est l'expression consacrée. C'est l'expression, oui, que l'on donne même aux joueurs de tennis qui tiennent des tennis couverts. Ah bon. Pour la question fiscale. Depuis quand existe ce jeu de paume ? Depuis 1909. Il a été construit entre 7 et 9 quand ils ont été mis à la porte des Tuileries par la ville de Paris. Ils étaient avant 1909, avant 1907. Ah bon, alors le musée du jeu de paume, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard, non. Ça a été un jeu de paume pendant combien de siècles ? Il y a eu deux jeux de paume. Oui. Ah, je ne sais pas exactement quand ils ont été construits, mais enfin, ils ont existé, on a joué dedans. Jusqu'au début de ce siècle. Il y a même eu, pendant très longtemps, nous avons encore 2 vases qui ont été offerts par le frère du tsar, qui appartiennent maintenant à la société immobilière. Alors maintenant, dites-nous, ce jeu de paume, est-ce que c'est l'ancêtre du tennis ? C'est l'ancêtre du tennis, oui. On peut difficilement situer le début. Mais enfin, on le connaît surtout à partir de Henri II, à partir du moment où on a commencé à jouer avec des raquettes. Oui. Mais les raquettes étaient tout à fait simples, c'était des raquettes triangulaires, difficilement tendues. Oui. Et malheureusement, on ne pouvait pas donner de vitesse à la balle, ni rien du tout. C'est pourquoi que l'on dit qu'Henri II jouait au filet et prenait la place la plus difficile. Ah oui. Mais à l'heure actuelle, il est impossible de jouer au filet complètement. Il faut se mettre au moins à 3 mètres. Pourquoi Parce que ça serait trop dangereux. C'est une balle pleine. Oui. Et quand on ne veut pas tolérer quelqu'un au filet, il n'y a qu'à lui tirer dessus, il est obligé de s'en aller. Ah bon, c'est un jeu terrible. Ah, c'est un jeu assez dangereux si on ne fait pas attention. Il faut faire très attention. C'est une balle dure qui pèse de 75 à 80 grammes, avec des raquettes très tendues, aussi tendues qu'au long de tennis, qui font 25 à 30 kilos. Mais beaucoup plus petite qu'au tennis et le forme ovale. Oui. Et alors c'est un jeu beaucoup plus difficile que le tennis. C'est un jeu plus difficile que le tennis parce qu'il faut juger tous les murs. Oui. Alors il y a d'abord les murs à prendre, puis alors il y a 2 sortes de balles. Qu'au tennis, on en a qu'une, toujours avant le mur, ici, avant le mur et après le mur. Mais si je comprends bien, on se sert non seulement du filet, mais du mur, alors, au fond. On se sert des murs, mais enfin, la balle la plus difficile est la balle directe qui va atteindre le mur en fin de course. De façon à la donner difficile pour ne pas passer la raquette entre le mur et la balle. Est-ce qu'on a joué à ce jeu sans arrêt depuis Henri II ? Est-ce qu'on en peut suivre la trace ? On a toujours joué au jeu de paume, oui. Quel a été le siècle où il a été le plus à la mode ? Eh bien, on dit sous Henri IV. Ah oui. C'est à ce moment-là, il y avait encore 250 jeux de paume à Paris. Mais il ne faut pas entendre simplement des jeux de paume couverts. Il faut entendre des jeux de paume, le jeu de longue paume qui existe à l'heure actuelle dans l'Oise, au Luxembourg et puis dans le nord de la France. Alors eux ont encore beaucoup d'adhérents parce que ça ne demande pas un emplacement qui coûte très cher. Est-ce que le jeu de paume est joué en dehors de la France ? Ah, il est joué aux États-Unis et en Angleterre. Il est joué beaucoup plus qu'ici d'ailleurs. Et il l'appelle comment ? Il l'appelle le Royal Tennis. Royal Tennis. Ou alors Court Tennis. Oui. Et c'est inspiré du jeu de paume français. Ah, c'est exactement le même. Et quel est le pays le plus fort à ce jeu ? Pour l'instant, c'est les États-Unis. Oui. Les États-Unis ont le champion du monde Open. Oui. C'est M. Knox qui a triomphé de Johnson, un professionnel anglais. Ah oui. Et les Français n'ont pas la Coupe du Monde depuis longtemps ? Eh bien, c'est-à-dire nous avons eu Etchebaster qui l'a gardé pendant 25 ans. Ah oui. Et il est à l'heure actuelle au Racket Club à New York. Quelle est la clientèle du jeu de paume ? Parce que vraiment, moi, je dois dire que personnellement, je ne savais pas qu'on pouvait jouer au jeu de paume. J'aurais pas eu l'idée de faire du jeu de paume. Ce sont des industriels, des hommes d'affaires. Mais comment ont-ils connu et sont-ils venus au jeu de paume ? Eh bien, par connaissance, comme ça, des gens qui les ont amenés. Oui. Et il y a des familles où on joue de père en fils au jeu de paume ? Il y en avait dans le temps, mais plus maintenant. Ah oui, ça disparaît. Ça a disparu. Alors, est-ce que vous croyez que le jeu de paume va durer encore longtemps ? Je l'espère pour le jeu de paume, ce serait malheureux, c'est un très joli jeu. Oui.
Et il ne mérite pas de disparaître, il faudrait qu'il soit soutenu. Vous-même, depuis combien de temps êtes-vous professeur de paume et de squash? Je suis entré ici en octobre 1910. Ah, dites donc, ça fait un sacré bout de temps. Oui, ça commence, oui. Et vous avez toujours fait cette profession sans atterrissage? Non, j'ai fait un moment le professeur de tennis, Ah oui? pendant 7 ans. Et comment êtes-vous devenu professeur, enfin, qui vous a donné l'idée à cette époque-là? C'était un jeu plus à la mode, c'est pour ça? C'est-à-dire, à ce moment-là, c'était assez joué par toute l'ancienne noblesse. Ah oui. Alors, il y avait beaucoup de monde, les 2 cours étaient pris, il y avait 2 cours à ce moment-là, et c'était pris constamment. Ah oui. Depuis le matin 8 heures jusqu'au soir, à la nuit, puisqu'il n'y avait pas d'électricité pour éclairer le court. Ah oui, c'est ça. Alors au fond, c'est parce que justement, c'était un jeu réservé à une certaine classe que ce jeu se perd un peu. Non, c'est-à-dire, on jouait à la paume comme maintenant dans la bourgeoisie, on apprend à jouer le violon. Ah oui, Alors on envoyait les enfants le jeudi et le dimanche pour apprendre à jouer à la paume. c'est ça. Alors quand ils arrivaient vers 18-20 ans, ils savaient jouer à la paume, alors ça ne les ennuyait pas du tout. Ah oui, d'accord. Et ça se perd tout à fait. Ah, c'est complètement perdu. Complètement ça. perdu, Ah, ouais. complètement. Maintenant, des jeunes éléments, j'en ai pas. Et est-ce que pour vous succéder, vous trouvez facilement des élèves que vous puissiez former pour devenir professeur? J'en ai trouvé, mais qui sont partis au long de tennis une fois qu'ils ont été dressés. Ah bon, ils sont devenus Oui. professeurs de tennis, Oui, c'était oui. plus facile. C'est tout de même un métier difficile et qui est très Ah, c'est un prenant. métier difficile, oui. Oui. Et alors, on est assez occupés, oui. Oui. Et vous avez trouvé quand même un élève, là, vous en avez? Alors, j'ai trouvé un élève, j'espère le dresser, et j'espère qu'il restera pour me remplacer quand je quitterai le club. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, partagez-le et abonnez-vous pour ne rater aucun nouvel épisode. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre dans la vie d'avant. En attendant, vous pouvez écouter d'autres récits en archive sur Ina Podcast.